Je ne crois pas au sort. C'est-à-dire, je ne crois pas que quelqu'un pose des charmes sous ma voiture pour me faire avoir des accidents d'auto. Je ne crois pas que mon ex-mari, qui n'était pas ex à l'époque, fasse mettre des charmes sous le lit conjugal pour me faire pas aller voir mon amant, des choses comme ça. Je ne le crois pas, mais en même temps, je crois que Nomé est tué. Et donc c'est ça qui est intéressant à propos de la croyance, c'est à quoi on est capable de croire, tout en ne croyant pas du tout à l'énoncé croire au sort. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai rencontré un certain nombre de gens ensorcelés, et quand ils parlaient en leur nom propre de ce qui leur arrivait et de l'état de panique où ça les mettait, moi je me sentais menacée aussi, pas par la sorcellerie, mais par le malheur. C'est-à-dire qu'en fait, ils me transmettaient leur malheur, donc je le prenais sur moi comme c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on fait, un rapport humain, c'est ça. C'est-à-dire, où on dit vous êtes des imbéciles, où on attrape, là, on est contaminé par leurs affects. De travailler sur ce terrain, j'avais la panique noire. Parce que quand on rentre dans des maisons d'un couple, enfin d'une famille ensorcelée, il y a une atmosphère pesante de malheurs épais dont ils ne savent pas comment se tirer. On pourrait dire de dépression, mais c'est pire. C'est parce qu'il plutôt de mélancolie, enfin, en termes psychiatriques, c'est-à-dire d'abattement total. L'ethnologue Jeanne Favret-Sada est née en 1934 en Tunisie. Une fois ses études en France terminées, elle se rend en Algérie pour enseigner à l'université d'Alger et mener parallèlement différentes enquêtes de terrain. Lorsqu'a lieu mai 68 en France, elle est alors professeure au département d'anthropologie à l'université de Nanterre, à Paris. Moi, j'avais rencontré en mai 68 avec des paysans protestataires, avec qui on était entrés dans la faculté de Nantes, juchés sur des tracteurs, avec des paysans et des fourches, et rentrés dans l'université. Et la femme de paysan qui était assise à côté de moi m'a dit « Si on entre comme ça, je pourrais faire une thèse ». Et puis, à la rentrée, un de mes étudiants, qui était pion surveillant au lycée de Laval, m'a parlé de la sorcellerie. Et ça m'a beaucoup plu parce que tout ce sur quoi j'avais travaillé jusqu'ici, c'était des conflits, des rapports de force, des vendettas en Algérie, à l'époque coloniale, des guerres civiles, des petites insurrections en Algérie. J'avais publié quelques textes là-dessus. Et la question des conflits et des insurrections, et de la mise à mort de l'autre, etc., était pour moi très importante, d'autant que j'étais dans une anthropologie à l'époque qui essayait qu'il n'y ait pas de conflit. Et moi, j'avais fait de l'anthropologie pour comprendre. Je sentais dans la société une violence cachée, y compris dans la famille, partout, enfin une violence cachée phénoménale, et j'essayais de comprendre qu'est-ce qui la produisait. Quand ces paysans qu'évidemment j'avais idéalisés en mai 68, quand on m'a dit que des paysans à 200 km de là étaient dans la sorcellerie, je me suis dit, ah bon, là c'est pour moi.
sorcellerie, c'est une série de malheurs souvent biologiques, enfin souvent des maladies, des avortements de bêtes et d'humains, la mort d'enfants, d'animaux, etc., ou des plantes qui dépérissent. Ça joue souvent sur le biologique et qu'on ne peut pas comprendre, en série, et qu'on ne peut pas comprendre. Et puis par ailleurs, j'avais décidé que je n'enquêterais pas sur la sorcellerie dans le village où j'habitais, ni même dans les 3-4 autours, parce que je voulais un espace de calme pour vivre avec les enfants. Donc je passais mon temps en voiture à aller plus loin, essayer de trouver une amorce avec la sorcellerie. Donc j'ai vu les curés, les médecins, les conseillers généraux, les instits, et puis par le biais de mon installation, de l'installateur d'une télé, il m'a dit il avait des clients paysans, je lui plaisais bien, il m'a fait rencontrer plusieurs paysans et c'est comme ça que ça a commencé, comme toutes les enquêtes. La première difficulté à laquelle elle s'est trouvée confrontée, c'est celle des discours publics qu'on lui opposait. Hein. Les informateurs, comme on le disait à l'époque, c'était des gens qui se sentaient obligés de reprendre à leur compte le discours officiel, l'orthodoxie de leur communauté d'appartenance. Et il se trouve que cette orthodoxie bannissait la notion même de sorcellerie en disant que c'était quelque chose de dégénéré, de dégradant, et surtout de passé en fait. Et alors j'étais frappée du discours des élites, y compris catholiques, qui pensaient que c'était des croyances mais fausses, les leurs étant les vraies, y compris l'Immaculée Conception de Marie, qui leur paraissait d'une limpidité magnifique. Et que les paysans étaient des arriérés, tandis qu'ils avaient une croyance moderne, puisque le catholicisme s'est bien arrangé avec le capitalisme, avec l'industrie, tandis que si on était un paysan qui croit à la sorcellerie, on ne pouvait qu'être un mauvais cultivateur, arriéré dans sa méthode de travailler, ce qui n'était pas du tout le cas, évidemment. C'était des paysans comme les autres, ceux qui étaient ensorcelés, ni meilleurs ni pires que d'autres. Ils n'étaient pas plus ivrognes que les autres, qu'ils l'étaient beaucoup aussi, et qui pourtant ne se pensaient pas ensorcelés. Donc tous les traits par lesquels on décrivait les ensorcelés ne les distinguaient pas réellement. Donc je suis partie, quand on part sur le terrain, on est obligé de faire un programme de recherche, un projet de recherche. Et donc j'avais intitulé ça « Croyance dans la sorcellerie ». Et je me suis aperçue très vite, quand je suis arrivée sur le terrain, que le mot de croyance était une absurdité totale. Les ethnologues font comme si les gens qui disent, par exemple, ou qui laissent entendre qu'il y a des sorciers qui font du mal et qui viennent tuer mon bétail la nuit en posant des charmes sur les tables ou sur la queue des bêtes, etc., que ces gens y croient à 100%, ce qui n'est jamais le cas. Et en plus, on se dispensait complètement de préciser comment on parle de ces choses-là. C'était décontextualisé de tout discours. C'était comme s'ils avaient, de même que les chrétiens, les catholiques sont censés croire à la virginité de Marie, par exemple, ou à l'Immaculée Conception de sa mère. Il y a une chose que probablement personne n'est capable de croire, enfin, sauf quatre allumés. C'est impossible de faire passer un truc pareil. À la rigueur, on peut croire que Jésus est monté au ciel, mais pas qu'il est assis à la droite du Père. Parce qu'il n'y a pas de gauche et de droite en principe là-haut. C'est un espace qui n'est pas organisé topographiquement, qui va redescendre et où il nous jugera tous. Il y a là-dedans des choses qu'évidemment, tous les catholiques que je voyais autour de moi, ils ne croyaient pas à tout à 100%. Et c'est la même chose, exactement la même chose pour les paysans. Ce qu'elle amène par ces textes, ça chamboule beaucoup, notamment ça chamboule beaucoup toute une littérature de philosophie analytique, où la croyance, c'est
fondamentalement quand même une représentation tenue pour vraie, un peu hors contexte, où on a une attitude face à une attitude propositionnelle, donc il y a une proposition et on a une attitude par rapport à cette proposition, on la tient pour vraie, elle est connue pour vraie, avec un jugement, etc. Et quand même quelque chose qui certes n'est pas dépendant de notre volonté, parce qu'on ne peut pas décider de croire à volonté, mais par contre a une sorte de stabilité dans le temps, donc, qui est si vous croyez à A ou vous ne croyez pas à A, mais vous ne pouvez pas en même temps croire à A et non A. Et là on a typiquement dans le genre de description et d'analyse que Jeanne Favret-Sada nous propose, des situations où quelqu'un qui vraiment ne croit pas à A peut à un moment donné tout faire, ou du moins même non seulement tout faire, mais ressentir des sensations telles que seule la croyance que non A est en mesure d'expliquer. Donc il semble des situations où quelque chose auquel on pense ne pas du tout attribuer aucune valeur de vérité positive, tout d'un coup vous prend et vous agissez comme si c'était le cas. Mais ce n'est pas un comme si, comme lorsque vous êtes au cinéma et vous voyez un film d'horreur et puis effectivement vous ressentez la peur, mais vous savez bien que vous êtes dans un moment de cinéma et que vous allez en sortir. Là, c'est plus comme si c'était des longues imprégnations dans un certain milieu et aussi des interactions avec d'autres personnes qui tout d'un coup deviennent très, très émotionnelles, qui tout d'un coup ébranlent cette espèce d'imperméabilité entre ce qui est censé être le cas, ce qui est censé ne pas être le cas par rapport à tout un système rationnel, par exemple, de pensée. On a plutôt l'impression qu'il y a des états de croyance qui peuvent être très, très oscillants comme ça. Premières entrées de Jeanne Favret-Sada dans le système sorcellaire a été faite paradoxalement par le silence. En fait, elle raconte comment, après de multiples échecs de parler sur la sorcellerie, puisque justement on ne peut pas parler sur la sorcellerie, on peut que y être pris. Elle est à table avec une famille du bocage normand qui commence à lui raconter de quelle manière des voisins à eux ont été pris d'attaques de sorcellerie. Donc ils étaient pris dans des malheurs répétés. Un ami leur dit « il n'y en aurait pas par hasard qui te voudrait du mal », qui est l'entrée dans le discours de la sorcellerie, dans la possibilité de se croire ensorcelé sans être fou. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne vous le dire, pas vous qui le pensiez tout seul. Et celui-là, que j'appelle moi l'annonciateur, vous emmène à au désorceleur qui l'a sorti d'affaire. Ça s'est passé comme ça dans cette famille-là. Vient chez eux un désorceleur que j'ai bien connu par la suite, qui s'appelle Grippon, que j'ai appelé Grippon, qui avait toujours un corbeau sur l'épaule avec qui il discutait du cas des autres, ce qui lui permettait de s'abstraire de la situation et de développer quelque chose. Le désorceleur est venu pour effectuer tout un rituel et qui a permis d'atteindre en retour le sorcier. Et en fait, face à ce récit, Jeanne Favret-Sada va se taire. Moi, j'étais stupéfaite qu'on me raconte cette histoire presque comme m'étant arrivé à moi. Enfin, des gens qui se mettaient presque dans la situation où ça leur était arrivé à eux-mêmes, parce qu'ils en avaient parlé avec leurs voisins beaucoup. Et je ne sais pas quoi. Il y a un grand silence. La mère s'énerve et sort elle n'était pas contente qu'il m'ait raconté ça, quoi. Elle donne un coup de pied dans un tas de bois, le chien se met à aboyer, mais aucun bruit. Et tout le monde attendait que je me prononce. Et moi, je phosphorais très très vite et je trouvais rien à dire, donc j'ai rien dit. Et pour eux, après coup, ils me l'ont dit ensuite, c'est le fait que j'ai rien dit. Si j'avais été le savant, le chercheur antipathique, comme le médecin, le curé, etc., j'aurais dû ricaner et dire « mais arrêtez, il s'est passé autre chose, racontez-moi la vérité ». Et alors là, j'ai compris que, à part cet épisode-là, que c'était pas à moi de me définir, c'était de ne pas faire obstacle
à qui puisse me définir comme un interlocuteur possible sur la sorcellerie. Donc j'ai dit, bon, ben, je les laisse conduire. Moi, je parle chaque fois que je peux de la sorcellerie avec des gens, en marquant que je méprise pas ça, que je reconnais qu'ils sont pris dans des malheurs répétés dont ils souffrent tout à fait. Et à part ça, je ne sais pas en quoi ça consiste, donc si je ne sais pas, je ferme ma gueule. Je ne fais pas le savant, l'imbécile, quoi. Donc il y avait aussi la presse locale qui parlait beaucoup de la sorcellerie. Dès qu'il y avait un scandale à base de sorcellerie, même la presse nationale en parlait très longuement. Et on parlait de l'arriération de ces paysans qui croient encore à des choses médiévales. Sauf qu'au médiéval, au Moyen-Âge, ils ne croyaient pas du tout la même chose. Et au XVIIe siècle non plus, et au XIXe siècle non plus. Bon. Mais comme je ne savais pas en quoi consistait la sorcellerie, je me suis dit, la première chose, c'est de ne pas les considérer comme des arriérés, parce que, à part ça, les paysans que je croisais tous les jours, avec qui mes enfants jouaient, ils avaient la télé, leurs enfants allaient à l'école, ils allaient au collège, ils avaient été à l'école agricole, ou ils avaient au lycée agricole, où ils avaient appris des nouvelles méthodes. Ils étaient aussi aptes à repérer les relations de causalité que vous et moi, donc ça me paraissait invraisemblable. Comme elle est confrontée sans cesse à ce discours public qui est réservé aux externes, si on veut, aux gens qui ne sont pas membres vraiment de la communauté qu'elle veut observer, elle doit dépasser cette étrangeté ou cette étrangéité première. Et ce que va faire Jeanne Favre-Sada, c'est traverser en fait ce mur objectivant qui séparait les enquêtés des enquêteurs, en quelque sorte, et leur donner véritablement une voix. Leur donner vraiment voix au chapitre, au sens littéral du terme. D'accepter l'idée que, puisque je vais chez eux et que c'est moi l'étrangère, c'est pas eux qui sont des autres, c'est moi qui suis une autre pour eux, d'accepter qu'ils m'enquêtent. D'accepter d'être soumise à leurs questions, ce qu'ils pensaient que j'étais, de ne pas aller au-delà de ce qu'ils pensaient que j'étais, d'avoir mon idée en tête sur ce que je voulais, pourquoi j'avais été me fourrer là, plutôt qu'ailleurs, mais que c'était eux qui avaient la maîtrise et de leur système de pensée et d'action, et de ce qu'ils accepteraient que j'y fasse. Et naturellement, ça passait par des progrès dans la recherche venant de ce que eux pensaient que j'étais à un certain moment, qui pouvaient me parler parce que ceci ou parce que cela. Et ça va tout à fait contre l'idée de la recherche où le chercheur doit contrôler les situations. Bon, je me retrouve là, avec ces gens qui n'étaient pas du tout contents qu'au moment où ils allaient sortir, on leur fasse une visite de plus. Et ils me disent, c'est pourquoi. Et moi, j'avais appris comment on parlait de la sorcellerie, c'est-à-dire sans savoir en quoi ça consistait, de façon parfaitement allusive, avec des mots très vagues. Je dis, bon, ben, je ne sais pas, je me suis demandé, est-ce que peut-être on vous l'a fait, c'est la façon de parler on vous a ensorcelé. Et est-ce qu'on vous l'a fait?
comment ça s'est passé, enfin qu'est-ce qui s'est passé, c'était ça que je me demandais. Il me dit, si vous parlez de ça, il ne faut pas en parler ici. Venez à la ferme, on en parlera. Quand je vais chez eux, donc il s'est passé un quiproquo phénoménal, parce que moi, pour une fois que des gens voulaient me parler de la sorcellerie, je croyais qu'ils me prenaient pour une ethnologue. Donc c'est la seule fois où j'ai pris des notes comme une folle pendant qu'ils parlaient. Pour eux, j'étais une des sorceleuses, assez forte pour avoir un bureau à l'hôpital, parce qu'ils avaient besoin d'une des sorceleuses. Et donc ils me racontent leur histoire, puis après j'arrivais plus à noter tellement ils parlaient, et ça a duré 3 heures. Ces paysans qui sont censés être des muets, et dont le médecin-chef disait « les soigner, c'est de l'art vétérinaire ». Bon, ils me parlent, et à la fin ils me disent « alors vous en pensez quoi ?» Et un peu affolé, en plus qu'il était tard, que j'avais des enfants petits, etc., je dis, bon, je vous le dirai la prochaine fois. Et il me donne un coq. Le symptôme principal de ce fermier, c'était qu'il n'avait jamais pu coucher avec sa femme depuis son mariage. Il me donne un coq. Je rentre à la maison, je dis, tiens, il y a des ensorcelés qui m'ont donné une poule. Ou un poulet. Et mon fils, qui était un petit mâle qui se relevait juste d'une orchite, me dit, non, c'est un coq. Donc, je me dis, bon, un type impuissant qui me donne un coq. Et après, quand je vais revoir ces babins, enfin ces gens que j'ai appelés babins dans mes livres, en fait, j'ai relu mes notes juste avant, parce que je tenais un journal très développé sur ce qui se passait sur le terrain. Et au moment d'arriver chez eux, je me dis, mais ils vont te demander de désorceler. C'était ça qu'ils te demandaient la dernière fois que tu n'avais pas compris. Mardi 3 février 1970. La trouille m'a clouée dans la voiture. Je n'avais qu'1 minute pour me déterminer. Impossible de reculer. Jean et Joséphine Babin se sont trop engagés. Impossible de me prétendre des sorceleuses. L'unique possibilité serait de les écouter. Une espèce de psychothérapie. Je décide de leur dire que je guéris par les mots. Ils parlent et je prends tout sur moi à condition que ce soit Jean qui demande à guérir. Mais l'idée qu'ils voulaient encore me payer m'a révulsée. Donc, je ne croyais pas moi-même à ma proposition. J'étais en pleine confusion. Et donc c'était exactement ce qui s'est passé dès que je suis arrivée. Ils m'ont attaqué, ils m'ont dit alors vous nous le faites. J'ai dit eux, c'est-à-dire je ne le suis pas exactement, moi j'ai appris autre chose en ville. Donc je leur ai fait une version banalisée de la psychothérapie et qui ne demandait pas du tout. Et j'ai dit, bon, mais il faudrait que je sois avec Jean tout seul. Et donc sa femme, très vexée, parce qu'un désorcellement, ça se fait avec toute la famille. Elle dit, bon, je vais aux vaches. Si c'est comme ça, je vais aux vaches. Et puis lui, il ne voulait absolument pas parler, ce que je comprends très bien. Donc ça part en quenouille. Et je suis rentrée chez moi avec un sentiment de ma stupidité incroyable, que je n'avais pas compris ça, que je ne l'avais pas anticipé, et simplement parce que c'était la première fois que je le voyais fonctionner. Donc je prends des tas de notes et puis je ne les revois plus. Dimanche 22 février 1970. Difficulté de cette recherche. Les quelques progrès que j'y ai enregistrés se sont accomplis dans des circonstances où je ne contrôlais ni mes paroles ni mes attitudes. Peut-être que mon ethnographie va consister à découvrir quelle place chacun de mes interlocuteurs me désigne, ou à supporter d'occuper cette place. Lundi 30 mars 1970. Quelqu'un, au monastère, paraît nourrir d'étranges opinions sur mon compte.
La sorcière, c'est vous. Et actuellement, vous faites une enquête sous des dehors scientifiques pour localiser les autres sorciers et les neutraliser. Mes félicitations, vous jouez si bien votre rôle que vous n'avez commis aucune faute permettant de vous dévoiler. Samedi 7 février 1970. Ces 2 semaines, j'ai complètement basculé, j'en prends peu à peu conscience. J'ai commencé comme n'importe quel ethnographe, en interrogeant les prêtres et les médecins. Me voilà de l'autre côté. Puis après plusieurs mois, un paysan qui avait été ensorcelé, qui m'avait raconté son histoire, me dit « Mais vous, là, ça va pas du tout, hein. Vous avez les mains qui tremblent, vous avez plein d'accidents d'auto, vous avez eu beaucoup de maladies depuis plusieurs mois, votre fils a été malade, ça va pas, c'est de faire cette recherche, il y en a un qui vous veut du mal. » Et il me branche sur sa désorceleuse, qui était Madame Flora, celle que j'ai appelée Madame Flora dans mes livres. Et donc je vais chez cette femme. Tant qu'il y avait des gens qui me parlaient et que ma connaissance progressait, j'avais envie d'y être. Quand c'était trop difficile à supporter ou à relancer les choses, les situations, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Après tout, il y en a d'autres qui ont raté leur terrain. Je peux tout à fait repartir. Et à partir du moment où j'ai connu cette Madame Flora, là je suis restée engagée là-dedans jusqu'à la fin. Parce qu'elle m'a apporté c'était elle qui prenait à ma place, quoi. Elle était la désorceleuse et j'étais sa cliente. Et quand j'assistais, il n'y avait pas de statut particulier pour ça, quand j'assistais aux séances des autres, parce que je lui amenais après d'autres gens, aux séances de qui elle m'a demandé d'assister, que je reconduisais chez eux après, je les voyais à la ferme, j'allais les voir à la ferme entre les séances, donc j'avais des tas de discours d'eux sur le désorcellement, sur leur histoire et sur ce qu'ils pensaient de Madame Flora, comment ils le pensaient, qu'est-ce qu'ils pensaient de ce qu'elle faisait avec les cartes. Ce qui frappe tout de suite, quand on assiste aux séances, c'est leur caractère prodigieusement énergétique. Les ensorcelés arrivent confus, déprimés, abouliques. Dès la première séance, ils relèvent la tête. Bien que Madame Flora voit dans le jeu quantité de catastrophes, les consultants paraissent soulagés d'un grand poids. Maintenant, on sait où on en est, disent-ils en sortant. Mais on sait où on en est, c'était « vous serez bientôt mort si vous continuez à ne rien faire ». Ils ne savaient pas jusqu'où ça pouvait aller, elle leur disait « oui, ça peut aller jusqu'à la mort ». Et c'est pour bientôt. Désormais, Jeanne Favret-Sada habite à Marseille, en France. Dans le prolongement de son livre « Les mots, la mort, les sorts », paru en 1977, elle publie en 2009 l'ouvrage intitulé « Désorcelé ». Se basant sur les notes prises lorsqu'elle assistait aux séances de désorcellement chez Madame Flora, elle tire certaines conclusions de cette ethnographie des sorts commencée 40 ans auparavant. Et donc pour moi, ça a toujours été très clair que, quelle que soit sa culture, un ethnologue va sur le terrain pour apprendre quelque chose que par définition il ne sait pas. Sinon, ce n'était pas la peine d'y aller. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'on ne sait pas fondamentalement. La sorcellerie, comment c'est fait, bien qu'il y ait eu des bouquins, je savais qu'ils n'en parlaient pas. Si j'y vais, c'est pour apprendre quelque chose d'autre que ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... Le problème, c'est pas la sorcellerie. C'est pas que des gens soient supposés mettre des charmes sur le seuil des portes et sous les pas des bêtes, etc. Je pense que le problème, c'est qu'on a des malheurs répétés et incompréhensibles pour lesquels on va voir un spécialiste qui est le désorceleur. Quand on dit « je travaille sur la sorcellerie », c'est un gros mensonge. On devrait dire soit je travaille sur les accusations de sorcellerie, sur le fait que des ensorcelés accusent des sorciers,
Mais là, je suis frappée que ça soit ça le sujet de la littérature ethnographique, en principe, mais qu'ils entrent, pour ce qui est de l'Europe, ils ne sont jamais rentrés dans le détail du processus d'accusation qui se fait chez le désorceleur et pas ailleurs. Et les ethnologues ne sont jamais allés voir travailler un désorceleur, parce qu'il n'aurait pas été accepté. Et moi, en assistant aux séances et au processus d'accusation, cette chose dont les ethnologues parlaient sans l'avoir jamais vue, je me suis aperçue que ce qui était important, c'était pas l'ensorcellement, mais le désorcellement. Et c'est seulement très récemment que Jeanne Favre-Sada va publier Désorcelée, où elle revient de manière plus distante et distancée sur son fameux terrain des années 70. Je prends les récits officiels de sorcellerie sur un siècle et je les compare. Et quelle conception de la sorcellerie passe d'un siècle à l'autre et quelle ne passe pas. Et donc j'ai montré dans ce texte comment la sorcellerie s'est constituée en un siècle, s'est centrée autour de l'idée d'une thérapie des malheurs à répétition. Cette forme-là de sorcellerie est une création culturelle locale du XXe siècle, d'ailleurs liée à tous les mouvements qui traînent dans la société autour de la thérapie. La vraie haine dans la sorcellerie, le vrai lieu de la haine, c'est la famille. C'est la famille et la succession de l'exploitation. C'est dans la famille à propos de la succession de l'exploitation. Mais que le désorcellement, ça consiste à sortir complètement toute possibilité de haine de la famille, de considérer la famille comme une chose sacrée à laquelle on ne touchera pas. Par exemple, quand on va chez le désorceleur, il dit « vous vous doutez sur quelqu'un ?» Et tout de suite, les gens ils disent « oui, mon frère, oui... Non, c'est de beaucoup plus loin, c'est pas de là que ça vient. C'est plus loin que vous ne croyez. » Et donc, il détourne, le désorceleur, il détourne les soupçons du vrai lieu des conflits vraiment mortels, vraiment graves, vraiment fondés, etc. Et il le fait porter sur quelqu'un qui est à la fois quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime bien, mais qu'on pourrait supporter de voir crever, quoi, de maudire. Ça consiste donc, le désorcellement, progressivement à construire la figure d'un sorcier qui va être quelqu'un qu'on connaît bien et sur qui l'imputation va tomber. Donc il y a une injustice fondamentale à ça, si ce n'est que, comme dans la vie, ou qui est pleine d'injustice comme chacun sait, il existe des moyens de s'en sortir. Donc celui qui a été accusé est toujours accusé à tort, et s'il ne le supporte pas, il peut toujours aller voir un désorceleur et dire « je subis des malheurs à répétition », etc. J'ai pas dit que la façon dont il s'en sortait avec le désorcellement était une sublime épreuve de vérité. Et en fait, comme dans toutes les thérapies, il y a une magouille psychologique. Enfin, on invente une demi-fiction qu'on confronte à la réalité des relations avec tel et tel, et on se modifie. C'est ça une thérapie, c'est jamais rien d'autre. Et donc ils avaient, eux aussi, de la duplicité comme tous les êtres humains, mais pas pour me tromper, pour se tromper eux-mêmes.
Ils étaient eux-mêmes, comme tous les êtres parlants du monde, remplis de duplicité, qu'ils essayaient de s'en sortir avec les moyens des moyens de préférence inconscients, de préférence que personne n'entend vraiment, qui passent comme ça, comme une lettre à la poste et qu'on n'a pas le temps de s'interroger dessus. Et c'était ça que je devais rendre dans mon travail. Donc les troubles au sens de psychologie ou psychanalyse classique dont ils souffrent ne seront pas résolus par le désorcellement. Ce qui sera résolu, c'est la perte d'énergie dans laquelle ces troubles les mettent. Et après tout, qu'est-ce que demande le peuple? Je veux dire, tout le monde accepterait une thérapie qui produise ça. À l'heure actuelle, plusieurs chercheurs soulignent l'héritage culturel que Jeanne Favret-Sada a pu laisser dans le domaine académique. Malgré le fait qu'une place marginale leur soit souvent accordée, ces travaux continuent d'influencer la recherche actuelle et de susciter des intérêts variés. C'est vrai que l'héritage de Jeanne Favret-Sada par rapport à ça me paraissait évidemment assez crucial. C'est une des facettes, mais cette facette-là est importante. La place de la parole, l'effet de la parole, quelle puissance, quelle consistance a cette parole. C'est pour ça que je me suis intéressé aussi à l'inspiration en fait, des devins et comment elle est transformée en parole. Comment tout d'un coup elle tombe dans le registre de l'énonciation. Moi c'était vraiment ce passage-là qui m'intéressait, doublé du passage à l'écriture pour l'anthropologue. Voilà, c'est un peu ce fil rouge. Mais cette force, disons, de la parole en tant que telle, énoncée, quand on est dans le registre de la sorcellerie, quand on est dans le registre de la voyance, me paraît évidemment tout à fait essentiel. Et en fait, c'est clair, ça va de pair avec tout le questionnement méthodologique, de comment on se positionne dans ce réseau, comment on reçoit ces paroles, comment on pourrait être dans une posture d'énoncer des paroles qui sont réinterprétées dans le réseau de la sorcellerie, alors que peut-être notre intention n'était pas celle-là. Et je pense que c'est vraiment ce que Jeanne Favret-Sada a bien montré pour sortir toute la question du folklore, de toutes les représentations qu'on a sur la sorcellerie, c'est de montrer que c'est une activité en quelque sorte ordinaire, de relations sociales. Et en fait, tout le défi est là. Quand on parle de croyance, on est très vite absorbé par une dimension extraordinaire. On a l'impression que c'est incroyable. Effectivement, c'est le réflexe. Et évidemment, pour moi, en tout cas quand je rencontrais des voyants, ce registre-là, il est essentiel. Mais c'est juste le point de départ, en fait. C'est le point de départ à partir duquel une relation peut se nouer. D'ailleurs, c'est une expression que Jeanne Favret-Sada utilise aussi, de nouer et dénouer des relations sociales. Alors là, moi, je trouve que c'est une très belle expression que je reprends sans autre par rapport à l'expérience de divination, à la relation de divination qu'on peut avoir. Et ce dénouement, ou le fait de dénouer des relations sociales passe par la parole. On ne peut pas décrire une croyance si facilement, on a besoin de l'expérimenter. Et sur mon terrain avec les voyants, j'ai toujours été confronté à cette sollicitation. On me disait, vous êtes un bon médium, vous avez un potentiel, je sens chez vous quelque chose d'intuitif. Donc, comment on fait face à ça? Comment on répond? Est-ce qu'on s'implique? Voilà, il y a toute une série d'enjeux là vraiment qui, pour moi, étaient très importants. C'est quelque chose qui m'a beaucoup obsédée durant toutes mes années de recherche. C'est de quelle manière des individus ensemble peuvent conjointement faire advenir à l'existence des êtres inexistants comme les sorciers, mais aussi comme la nation, comme Dieu, etc. Et les maintenir à l'existence. Je pense qu'elle montre extrêmement bien qu'à la fois ces êtres inexistants, ils peuplent nos mondes sociaux, ils peuplent aussi nos mondes mentaux, mais ils n'existent pas de la même manière que les êtres tangibles qui nous entourent, comme cette table qui est devant moi, etc. Ils existent d'une autre manière. Et ce qu'elle arrive à montrer très bien, c'est de quelle manière ils peuvent exister, de quelle manière ils peuvent affecter, même si ils n'ont pas les mêmes traces. Le sujet lui-même est un sujet qui est un sujet un peu classique de l'anthropologie, la sorcellerie, mais qu'on a toujours été voir chez les autres, ou chez nous, mais dans un passé plus ou moins lointain. Et là, tout d'un coup, on était dans le monde contemporain et avec un objet qui appartient à un univers qui semblait être un autre univers. Donc c'est comme si tout d'un coup, l'anthropologie, cette démarche qui est tellement fondée sur l'altérité, l'approche de l'altérité, la compréhension de choses tellement différentes de ce qui pourrait nous arriver au quotidien, tout d'un coup, c'est comme si l'aventure était présente presque au coin de la rue, d'une certaine façon. Et donc, du coup, par rapport à une démarche
un peu romantique de l'anthropologue qui part très loin, qui va visiter des pays extraordinaires, avec des climats tellement différents, des gens différents. Là, ça nous disait, et d'ailleurs ça a marqué, bon, il n'y a pas que Jeanne Favré-Sada qui a fait ça, mais ça a marqué une partie de l'anthropologie, du retour chez soi, avec ce regard anthropologique qu'on peut jeter sur tout, si on veut. Mais là, c'était paradoxal parce qu'on venait avec un objet classique et on le replaçait dans un contexte plus contemporain. Voilà, c'est une aventurière. Elle n'a pas eu à aller loin pour devenir une aventurière. Je pense que c'est ça le message. Une des choses que vraiment Jeanne Favré-Sada a apporté par rapport à l'anthropologie classique de l'époque, c'était vraiment une rupture par rapport à la tradition qui était la recherche de l'exotisme, et notamment dans des cultures dites traditionnelles, notamment extra-européennes. Et le geste quasi inaugural que va faire Jeanne Favré-Sada, c'est de chercher finalement le primitif dans les sociétés dites évoluées ou dites occidentales. Alors ça, ce serait une description qu'elle n'endosserait certainement pas maintenant, parce qu'après, il y a eu une seconde étape, et je pense que c'est la plus importante, c'est la recherche de l'universel. En tout cas, comme je le lis moi, il me semble que Jeanne Favré-Sada, elle est intéressée essentiellement par l'universel, c'est-à-dire que par-delà les particularités culturelles, les exotismes, il y a des universaux, et notamment toutes ces réflexions sur les forces sociales, sur le rééquilibrage de forces, sur aussi, comme elle le dit très bien, les petits trucs dégoûtants qui font tourner les sociétés, c'est des universaux en fait. Et donc la grande rupture qu'elle va faire, et qui me semble la plus importante, c'est de réhabiliter une forme d'universalité, qui était déjà le fait d'anthropologues comme Claude Lévi-Strauss, mais l'idée que cet universel était moins dans les structures logiques comme Claude Lévi-Strauss, mais plutôt dans des manières de faire et des manières d'être affecté par certains phénomènes. Et donc, il me semble que son anthropologie, c'est une anthropologie non pas justement de recherche d'exotisme, mais plutôt de réduction de l'altérité, de montrer que cette altérité apparente, en fait, elle cache des formes génériques d'êtres humains. Il y a ce système local de la sorcellerie dans le bocage, qui est fabriqué comme je l'ai raconté, et comme je l'ai vu fonctionner. Et au-delà, il y a quelque chose d'universel que tous les êtres humains ont à résoudre, et que, par exemple, le livre de François Flahault sur les contes populaires montre très bien comment, avant même l'existence de l'écriture, il y avait des récits de ce genre partout, c'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes récits en Europe, au Vietnam, en Yougoslavie, avec d'autres personnages, mais toujours le même scénario. Et ça, c'est un travail concernant la vie sociale en général, que toutes les sociétés ont à assumer, qu'elles assument avec exactement les mêmes schémas, et dans lequel elles enseignent à leurs membres, adultes et enfants, parce que les contes populaires étaient faits aussi pour les adultes pendant extrêmement longtemps, comment on peut vivre ensemble, comment des individus différents, avec des intérêts différents, des besoins différents, des goûts différents, peuvent néanmoins vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on doit accepter pour qu'il y ait du lien social ? Qu'est-ce que c'est ? En somme, ça tourne autour de la règle de réciprocité, d'accepter au moins un certain degré de réciprocité, qui n'est pas prévu dans la sorcellerie, justement, puisque chacun essaye d'éliminer l'autre purement et simplement. Et le désorcellement permet de faire coexister des êtres.